Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci de nous retrouver en direct de l'Automobile Club de France, les vraies voix qui font rouler la France plus que jamais, puisque a lieu ce soir la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech, dont Sud Radio est le grand partenaire, mon cher Philippe. Oui, exceptionnellement, cette semaine, il y aura une double ration des vraies voix qui font rouler la France, puisque nous sommes en direct depuis le Grand Prix ACF Autotech qui se tient à l'Automobile Club de France, et que demain, nous recevrons dans les studios de Sud Radio les lauréats qui seront connus d'ici quelques minutes. Et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir d'anciens gagnants et finalistes qui ont, depuis leur passage au Grand Prix ACF Autotech, vu leur start-up mettre le turbo, petit jeu de mots, et qui se sont parfois lancés dans de nouveaux projets, ainsi que deux finalistes 2014. 2024. Pardon, oui. 2024. Oui. Merci Philippe. Avec nous, Charlotte de Villemorin, cofondatrice de Willys, maintenant New Wave, vainqueur du prix Pionnier 2018. Bonsoir. Bonsoir. Cédric Bernard, président et cofondateur de Proof Station, qui va nous rejoindre dans quelques instants, vainqueur du prix Pionnier 2019. Et puis nous serons après avec Johan Nussbaumer, fondateur et CEO de ChargeMap, finaliste Grand Prix ACF Autotech 2018. Yvan Liorado, c'est Partnership Développement, directeur de Diamfab, finaliste 2024. Et enfin Jean-Patrick Corso, CEO et cofondateur de, c'est pas évident à dire, Clean, finaliste 2024. Les vraies voix Sud Radio. Nous sommes en compagnie de quelqu'une même qui est vraiment un personnage, Charlotte de Villemorin. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez créé Willys, W-H-E-L-I-Z, en 2015. Racontez-nous cette histoire qu'on peut qualifier d'extraordinaire. Alors en fait, moi je suis en fauteuil roulant depuis toujours. Donc j'ai toujours été confrontée aux difficultés pour me déplacer. Et c'est de là qu'est né Willys, qui en fait était le premier site de location de voitures aménagées pour les personnes en fauteuil entre particuliers, et qui du coup permettent à toutes les personnes à mobilité réduite qui ont besoin d'une voiture adaptée de pouvoir se déplacer librement. Alors en quoi ça consiste concrètement, Charlotte ? Alors en fait, Willys met en relation les propriétaires de voitures aménagées. Ce sont des voitures qui coûtent souvent cher, met en relation ces propriétaires avec des personnes en fauteuil qui ont besoin de se déplacer, soit parce qu'elles n'ont pas accès à une voiture parce qu'elles n'ont pas les moyens d'en acheter une, soit parce qu'elles se déplacent en train, en avion, et que là où elles se rendent, elles ont besoin d'une voiture pour faire les derniers kilomètres. Alors, pour cette histoire, vous aviez fait appel au financement participatif pour venir en aide aux personnes en situation de handicap. Diriez-vous que c'était un projet citoyen ou d'utilité publique, ou les deux, ou encore autre chose ? Alors, je pense que c'était vraiment un projet d'utilité publique. La mobilité des personnes à mobilité réduite, c'est un enjeu qui est complexe à résoudre. Le collaboratif, ça fait appel à toutes les sphères de la société, aux particuliers, aux associations, aux pouvoirs publics, aux entreprises privées. Et je trouvais que c'était vraiment la meilleure manière de répondre à ce défi. Ça a été compliqué de rassembler justement les financements ? Non, en fait, c'est un projet qui a toujours beaucoup plu. Je pense qu'il était vraiment dans l'air du temps. Et puis, en fait, les gens en avaient tellement besoin qu'en fait, ils étaient tout de suite conquis et ils comprenaient bien l'utilité. Quand vous dites les gens en avaient besoin, ça a vraiment été accueilli, vous avez senti... Oui, en une semaine, on avait atteint notre objectif de financement, et ensuite on a levé beaucoup de fonds, on s'est bien développé. Aujourd'hui, Willys a été repris par APF France Handicap, qui est la plus grosse association de défense des droits des personnes en situation de handicap. Et aujourd'hui, je me suis lancée dans une nouvelle aventure entrepreneuriale, parce que je continue de me dire qu'il y a vraiment besoin d'innover pour la mobilité des personnes en fauteuil. Alors on va en parler, mais on va revenir 2018. Vous remportez le prix pionnier, ou le prix pionnière pour vous, ACF Autotech. Alors racontez-nous comment s'est passé le parcours de candidature, parce qu'il y a quand même un long processus jusqu'à la victoire. C'est vrai que moi, j'ai candidaté en me disant, je suis pas sûre qu'on ait vraiment nos chances. On n'est pas vraiment une start-up du monde de l'automobile à proprement parler. Et en fait, si. Et je pense que le public, le jury, a été séduit par l'initiative. On a été très honorés de gagner ce prix en 2018. Et puis surtout, ce qui est très chouette, c'est
de pouvoir revenir d'année en année, de pouvoir étendre notre réseau, d'avoir beaucoup gagné en légitimité aussi grâce à ce prix. Donc c'était une super expérience. Je voudrais poser une question sentimentale, excusez-moi. Quand vous avez été primé, qu'est-ce que vous avez ressenti ? On a été extrêmement fiers. J'étais très impressionnée. J'étais la plus jeune, je crois. J'étais probablement aussi une des seules femmes. Oui, ça ne m'étonne pas. Donc j'étais très impressionnée et en même temps très fière. Et donc 2018, ça fait déjà presque 6 ans. Depuis, comment les choses ont évolué? Comment l'entreprise s'est développée? Du coup, Willy s'est bien développé par la suite. On a fait plusieurs levées de fonds. Et puis j'ai confié les rênes, donc comme je disais tout à l'heure, à APF France Handicap, qui va pouvoir maintenant emmener Willy's encore plus loin. Et puis aujourd'hui, je me consacre à une nouvelle aventure. Il y a 6 ans, donc en 2018, vous gagnez le prix Pionnier. Comment sont arrivées les retombées? Comment ça s'est passé? On est venu vous voir avec les cartes de visite dès le soir même à l'Automobile Club de France, ou ça n'a pas pris un peu plus de temps? Racontez-nous. Je pense que il y avait les deux. Il y a vraiment la temporalité immédiate. C'est vrai que le cocktail était un super lieu d'échange et de rencontre. Et puis, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de construire des relations plus durables après. Donc le cocktail est un lieu où on fait des affaires. Ouais, le cocktail, c'est super. C'est intéressant puisqu'on va y rester. Vous n'avez pas beaucoup mangé. Donc en 2021, Charlotte, vous avez rendu Willy's pour monter, vous l'avez un petit peu dit, un nouveau projet. Alors c'est le moment de nous en dire plus. Alors du coup, ce nouveau projet s'appelle New Wave, N-E-W-A-V. En fait, ça veut dire New Electric Wheelchair Accessible Vehicle. Et c'est né d'un constat. Alors, nouveau véhicule accessible au fauteuil roulant en français, je traduis parce que tous les auditeurs de Sud Radio ne maîtrisent pas la langue de Shakespeare. Exactement. Et en fait, c'est né d'un constat, je pense, dont on a encore peu conscience dans la sphère publique, mais qui est que, demain, la majorité des voitures seront électriques. Mais en fait, il n'y a pas de possibilité de rendre accessible une voiture électrique pour une personne en fauteuil. Parce que l'architecture... Voilà, exactement. Et du coup, il y a un conflit de place entre l'emplacement du pack batterie et l'espace qui est nécessaire pour qu'une personne en fauteuil puisse rentrer. Ouais. Alors, Willy's, vous l'avez exporté, vous avez fait des Willy's à l'étranger, des New Wave, vous allez en faire? Alors, New Wave, on est au début de l'aventure. Notre projet, du coup, c'est de concevoir le premier véhicule électrique accessible aux personnes en fauteuil roulant. Et en parallèle de ça, on a un autre enjeu qui est un enjeu d'accessibilité financière. Et on lance aussi Abilize, qui va être la première offre de leasing accessible aux personnes en fauteuil. Parce qu'à ce jour, on a beau parler de leasing social, le leasing n'est pas accessible pour les personnes avec un handicap. Ah bon ? Et pourquoi? Les banques refusent Exactement, les banques refusent. On aurait dû garder votre ami. Oui, je profiterai du cocktail pour aller... Voilà. Le cocktail, ça, il faut le happer. Va permettre de faire des rencontres. Ouais. Voilà. Mais je voudrais quand même qu'on revienne sur New Wave. Et, effectivement, donc vous avez conceptualisé une voiture? Oui, on travaille avec des ingénieurs, des industriels dont c'est le métier. Nous, on est là pour guider la conception et s'assurer que ce soit la voiture la plus accessible et inclusive du monde. Et en fait, c'est la première fois qu'une voiture va être conçue dès le départ pour être accessible. On va pouvoir arrêter de détruire les voitures, les transformer pour les rendre accessibles. Alors concevoir, c'est un peu compliqué, mais après il y a la phase d'industrialisation qui là est plus compliquée. Et les fabricants de voitures, il n'y en a pas 36 000 dans le monde. Vous n'êtes peut-être pas obligé de donner les noms, mais des constructeurs qui seraient prêts, parce que faire une chaîne de montage ou d'assemblage, ça coûte quand même beaucoup d'argent. C'est un énorme sujet. C'est un énorme investissement. Oui, non, mais c'est sûr. C'est un projet d'envergure. En même temps, c'est aussi un projet mondial. Des personnes en fauteuil, il y en a des millions dans tous les continents. Donc c'est un projet d'ampleur. Et c'est vrai que les constructeurs ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui la voie qu'ils ont prise exclut de nombreuses personnes, qu'il y a un vrai sujet autour de ça. Et du coup, on est très heureux de pouvoir travailler avec eux. Et vous êtes justement en partenariat avec plusieurs marques, c'est ça? Alors, on travaille avec des constructeurs automobiles. Je peux pas encore donner de nom, évidemment. Vous donnez la première, la dernière lettre, on va se débrouiller. Non, mais je peux pas. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est un projet industriel conséquent. La question qu'on a envie de vous poser, Charlotte, quand on vous écoute, on vous voit, qu'est-ce qui vous a animé? Qu'est-ce que ce côté entrepreneuse, d'où il vient? Pardon, je bafouille.
Je pense qu'il vient des difficultés très concrètes auxquelles je suis confrontée tous les jours. Et c'est vrai que je suis heureuse de pouvoir mettre mon énergie au service de cette cause. Et je trouve que le secteur de la mobilité, c'est un secteur qui est passionnant, qui est très stratégique, qui est très innovant. Et du coup, voilà, pouvoir contribuer à rendre la mobilité la plus accessible possible, ça me... En tout cas, bravo pour votre énergie. Et bravo pour votre énergie, parce que je rappelle que vous avez été élue parmi les 8 femmes françaises à le suivre dans la French Tech en 2020 et parmi les 40 femmes Forbes de l'année 2020. Alors vraiment, vous êtes vraiment une Wonder Woman de l'entrepreneuriat, notamment au service des personnes en situation de handicap. Bravo. Bravo, tout à l'heure. Et puis n'oubliez pas d'aller voir notre banquier. Hein, oui. Quand même... Toujours un grand moment d'aller voir son banquier. Non, mais lui, il avait l'air sympa. Oui, non, mais il est très sympa, il n'y a pas de problème. Bon, restez avec nous dans quelques instants. La deuxième partie des vraies voix qui roulent. On parlera d'une autre entreprise, hein, Philippe. Oui, Proof Station. Restez bien avec nous. Ça s'est passé sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci de nous retrouver en direct de l'Automobile Club de France. Sud Radio est partenaire de la 7e édition du Grand Prix ACF Autotech. Oui, et maintenant on parle avec une autre start-up puisque c'est le grand round des start-up, le Grand Prix ACF Autotech. Nous sommes en compagnie de Cédric Bernard, président et cofondateur de Proof. On dit Proof Station ou Proof Station, on met à l'anglaise ? Proof Station, ouais. Proof Station, vainqueur du prix Pionnier 2019, c'est-à-dire pile un an après Charlotte de Villemorin. Alors tout d'abord, comment est né Proof Station ? C'est un mariage entre une start-up, WeProve, et des technologies du groupe Bernard. Oui, c'est ça. En fait, donc moi je suis fils et petit-fils en fait de garagiste. Donc de par les métiers. Vous êtes tombé dedans comme Obélix dans la potion magique. C'est ça. Je suis né sur le carrelage des ateliers. Tout à fait. Tout à fait. Bah, j'ai effectué mon parcours professionnel enfin au sein en fait du groupe familial en tant que vendeur, directeur de concession, chef après-vente, etc. Et au cours de ce parcours initiatique, en fait, j'ai rencontré mes associés aujourd'hui qui avaient monté une première société, donc effectivement qui s'appelle WeProve, donc qui est plus lié à de l'évaluation de véhicules par le biais d'un outil qui est le mobile. Et au cours de cette rencontre, en fait, on s'est dit que ça allait pas assez loin et qu'il fallait aller encore plus loin dans la démarche et dans l'ambition pour réellement arriver à automatiser l'évaluation d'un véhicule, parce que c'est un processus qui est toujours contraignant à la fois pour les collaborateurs des concessions automobiles, mais également pour les clients, puisqu'on est sur quelque chose de très opaque, avec des prix qui vont varier, etc. Donc on a souhaité le standardiser en créant un scanner qui permet vraiment d'automatiser l'évaluation d'un véhicule. Alors à vos côtés, Johan Nussbaumer, on va vous faire échanger tous ces start-upers. Des fois qu'une nouvelle idée ressurgisse ce soir. ChargeMap, vous êtes finaliste, vous, du Grand Prix ACF Autotech 2018. C'est quoi, ChargeMap ? Alors, ChargeMap, c'est l'application de référence pour trouver les bornes de recharge pour les véhicules électriques, et aussi un badge qui permet de recharger sa voiture et de payer sa recharge sur 1,5 million de bornes de recharge en Europe. Alors, on va continuer à échanger. Vous faites des scanners pour les automobiles. Alors, moi, j'ai vu ça, c'est extraordinaire. C'est pas très agréable quand on a fait un scanner ou une IRM, comme pour les êtres humains. C'est-à-dire qu'il y a une machine qui ausculte pas vos poumons ou votre foie, mais votre voiture, comment ça marche ? Racontez-nous. Oui, en fait, donc quand on a lancé le projet, donc en 2019, quand on a remporté le prix Pionnier, à l'époque, on était vraiment en phase de prototypage. On a démarré la commercialisation en 2020, et donc on a développé une machine qui va venir en fait prendre 300 photos de la voiture, ainsi qu'une chaîne algorithmique, donc de l'intelligence artificielle, qui permet automatiquement de relever l'ensemble des dommages présents sur le véhicule. Donc ça permet finalement en 3 secondes d'amener un processus complètement standardisé, transparent et automatique pour évaluer du coup une voiture. Vous n'êtes pas obligé de l'ouvrir, si j'ose dire. Mais qu'est-ce qu'il évalue ce scanner ? Parce qu'il y a la carrosserie, mais il peut pas voir si à l'intérieur du moteur les pistons sont usés ou les bielles, etc. Comment ça marche ? Alors oui, en fait, on se concentre sur toute la partie esthétique du véhicule, donc toutes les pièces encore présentes en fait dans un véhicule électrifié, c'est-à-dire la carrosserie, les vitrages, donc le pare-brise, les feux, donc les optiques, les pneumatiques également pour détecter les éventuels besoins de géométrie ou les taux d'usure des cadres pneumatiques présents sur la voiture. Donc c'est toutes les pièces, si vous voulez, qui sont encore présentes sur un véhicule justement électrique. La donnée
âge, kilométrage de la voiture qu'on récupère par le biais de la plaque d'immatriculation nous permet d'avoir accès au plan d'entretien et de prévoir les potentielles opérations de maintenance sur la partie thermique intérieure de la voiture. Et de toute façon, en définitive, aujourd'hui, si vous voulez, le véhicule est équipé d'un tas de capteurs dedans, encore plus sur des véhicules électriques, qui nous permet de savoir quelles sont potentiellement les problématiques dans la voiture. En revanche, l'extérieur, bon, voilà, c'est toujours sujet à interprétation. Comment on va réparer? Est-ce qu'on repeint? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce que c'est le choix le plus économique ou écologique? Donc on sert à ça. Il faut préciser justement que pour de nombreux garagistes, vous avez dit que vos parents étaient garagistes, c'est vrai que la voiture électrique, c'est pas encore familier pour tout le monde, c'est vraiment un nouveau métier. Ah oui, on le voit bien en ce moment, c'est des marchés donc, qui se transforment nécessairement. Mais du coup, le produit, on l'avait conçu de toute façon de base en disant ok, on se concentre quand même sur toutes ces parties-là, mais du coup, ça répond aussi bien au thermique qu'à l'hybride, qu'à l'électrique et au client. Alors, qui utilise ces scanners? Les garagistes, quand vous êtes né pratiquement dans un garage, les loueurs, on va pas tous les citer, Hertz, Avis, Sixt, etc. C'est qui les loue? Alors, vous en avez cité quelques-uns. En fait, l'entreprise, elle a deux activités. La première, c'est une activité de vente d'équipements aux professionnels de l'automobile. Donc, à l'époque, quand on a remporté le prix Pionnier, il n'y avait pas encore un scanner déployé. Aujourd'hui, il y en a 200 commercialisés dans 12 pays. Ils sont fabriqués en France, en Loir-et-Cher, tout est made in France, l'équipe est en France. On est fiers aussi d'importer ça à l'étranger, puisqu'on est très présent en Europe, mais également pas mal aux États-Unis. Vous l'avez exporté donc vers les États-Unis, vers quel autre pays en Europe? On est à peu près dans tous les principaux pays, donc c'est l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, le Portugal, on est au Luxembourg, on est au UK, donc on étend la technologie et on est fiers du coup d'avoir créé une start-up industrielle dédiée. Oui, c'est bien. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est la première activité. Donc les clients, vous en avez cité quelques-uns, mais ça va être des loueurs court terme. On est présent, par exemple, si vous allez à la gare de Lyon ou à l'aéroport d'Orly, en fait, on va automatiser le check-in, check-out des véhicules que vous allez avoir en location. On est également dans des centres logistiques, des usines qu'on appelle de reconditionnement de véhicules d'occasion, donc aussi des concessions. Et en fait, le fait que les professionnels nous fassent confiance finalement dans leurs opérations du quotidien nous a permis aussi de déployer une deuxième partie, une deuxième activité, où on déploie là du coup en propre un réseau de scanners accessible en libre service en partenariat avec le groupe Carrefour. Et le but en fait là-dessus, c'est d'avoir un scanner accessible du lundi au dimanche en libre service et gratuitement pour les clients qui voudraient consommer des services de mobilité. Donc le premier étant, quand vous souhaitez revendre votre voiture, aujourd'hui si vous allez dans les Carrefour par exemple en région parisienne, donc on est à Tismons, Montesson, Collégien, vous y allez, vous scannez votre voiture et dans un délai de 15 à 45 minutes, on va vous envoyer en fait une proposition d'achat, mais vous avez juste à arriver, la scanner, vous repartez et on vous envoie une proposition d'achat à distance. Ça prend combien de temps de scanner justement? 3 secondes. Ah oui, c'est rapide. C'est 3 secondes. C'est incroyable. Et ça se concrétise comment le résultat? Le résultat, en fait, quand vous passez du coup dans la machine, en fait, il y a un rapport d'évaluation de la véhicule qui va sortir avec l'identification des dommages et ce qu'on appelle un chiffrage. Donc, c'est-à-dire c'est quoi le montant des réparations qu'il y aura à faire sur la voiture. Quand vous voyez ce scanner, ça laisse quand même rêver. Non, en 3 secondes, vous analysez une voiture. Je vois assez bien les usages effectivement pour les loueurs, pour les concessionnaires, etc. Donc belle prouesse. Alors, vous avez également mis sur le marché des scanners pour les pneus. Oui, tout à fait, en partenariat avec du coup l'entreprise Michelin. Donc en fait, on a créé un produit qui s'appelle Tire Station, là pour le coup, qui est dédié à l'automatisation de l'évaluation des pneumatiques. Donc il va s'adresser du coup à l'ensemble des garagistes et des points de service. Donc il y en a à peu près 300 000 si vous prenez le G5, donc l'Italie, la France, l'Espagne, le UK, l'Allemagne. Et où du coup le pneu, c'est un sujet en fait chez tous les professionnels pour arriver à faire un diagnostic précis de l'état général des pneus et les changer aussi au bon moment. Est-ce que vous faites intervenir justement l'IA dans tous ces mécanismes ? C'est ce qui nous a permis, parce qu'en fait au début on disait ok, comment on va arriver à automatiser l'évaluation d'une voiture, donc à l'époque l'intelligence artificielle on en parlait peu, et finalement c'est ce qui nous permet effectivement d'automatiser l'évaluation d'une voiture. Donc on prend les 300 photos, nous on est spécialisé sur un domaine de l'IA qui s'appelle la computer vision, on vient analyser ces photos pour détecter du coup les dommages, la localisation de celui-ci sur une porte ou sur un capot de véhicule, etc. Et donc c'est la chaîne algorithmique qui permet effectivement ça et qui en fait est auto-apprenante. Ça veut dire que tous les scanners déployés dans le monde ont un cerveau unique au-dessus d'eux. En fait. Et en 2019, non, mais je me demandais comment ça s'est monté. Vous êtes allé chercher où cette technologie ? Alors, on a démarré dans un garage, dans une concession Renault. On a vidé un placard à pneus, on a monté un portique en bois avec des appareils photo, et après, du coup, on a fait un certain nombre de tests techniques en mettant à la fois des garagistes et des ingénieurs ensemble pour essayer de penser à comment on pourrait arriver à l'automatiser.
Et après, nos premiers clients qui nous ont fait confiance, dont certains qu'on a rencontrés ici, à l'origine, du coup, nous ont aidé à alimenter en fait la chaîne algorithmique, parce qu'au début, même si vous avez conçu une super chaîne, finalement, c'est un peu comme un enfant. Il faut lui apprendre à reconnaître automatiquement des éléments. Et c'est ce qu'on a fait avec nos clients. Et en 2019, vous avez gagné le prix pionnier ACF Autotech. Comment s'est passé le parcours et les retombées, elles sont venues tout de suite ? Oui, les retombées, elles étaient immédiates. Vous savez, quand on lance une entreprise, du coup, forcément, on n'a pas beaucoup d'argent, on n'a pas beaucoup de visibilité, on porte un projet auquel on croit, auquel on donne sa vie, son temps, etc. Et du coup, forcément, le fait de remporter ce prix nous a permis de mettre en lumière, finalement, la mission et le projet qu'on portait. Et les retombées, elles sont arrivées rapidement, puisqu'on a trouvé nos premiers clients ici. Allez, restez avec nous, parce qu'on a avec nous un autre gagnant. Vous avez été finaliste du Grand Prix ACF Autotech en 2018, Johan Nussbaumer. Vous êtes fondateur et CEO, comme on dit, c'est-à-dire PDG, on peut dire ça comme ça, de ChargeMap. Alors, comment est né ChargeMap ? Alors, ChargeMap, c'est parti d'une idée simple, c'est de dire que finalement, une voiture électrique, on peut la charger partout. À la différence d'un véhicule diesel ou essence où il faut aller à la pompe. À la pompe, oui. Voilà, donc là, il faut qu'il y ait quand même une borne. Il faut qu'il y ait une borne. On peut aussi charger les véhicules sur des simples prises. Alors, c'est pas recommandé de le faire souvent et longtemps, mais l'idée, c'était de dire l'électricité est partout et donc les bornes peuvent être partout. Il faut une carte pour pouvoir les trouver. Parce que jusqu'à présent, il faut expliquer que voilà, chaque marque entre guillemets de borne a sa carte. C'est vrai que c'est un peu fastidieux. Ouais, effectivement, on a commencé alors à un moment où il n'y avait pas de borne, pas de voiture. Ensuite, il y a eu quelques prises et ensuite il y a eu des bornes qui ont été déployées avec chaque réseau, avec son propre badge d'accès. Et donc nous, on a travaillé à faire, en plus de l'application mobile pour trouver les bornes, un badge qui permet de s'identifier et de payer ses recharges partout. On va en parler. Vous l'avez vu arriver, l'électrification massive avec cette décision de sortir du thermique en 2035, parce que je rappelle que c'est en 2018 que vous avez été finaliste du Grand Prix ACF Autotech. Oui. Ça fait quand même 6 ans. Ouais, donc, la décision n'était pas encore prise, on va dire ça comme ça. Non, on était très tôt, voire trop tôt. Le projet a démarré, l'idée a démarré en 2008 quand même. Donc, oui, 10 ans auparavant. Donc très visionnaire. Voilà. Vous avez eu l'idée comment justement ? En fait, j'ai découvert la Tesla Roadster. Première voiture de Tesla, je me suis dit, mais en fait... Vous l'avez découvert aux États-Unis ou... Ouais, j'ai eu des photos sur Internet et j'étais interpellé. Je me suis dit, une belle voiture avec des vraies performances, une vraie autonomie, il va se passer quelque chose. Ah oui. Eh bien écoutez, on va continuer à en parler dans quelques instants parce qu'il faut bien vivre. On va faire une petite pause publicitaire. Je rappelle qu'on est en direct du Grand Prix ACF Autotech et là on est sur ChargeMap. On va continuer à parcourir ChargeMap, mais vous restez avec nous également, Cédric Bernard, parce que on va scanner également le Grand Prix ACF Autotech en votre compagnie. Restez bien avec nous dans les vraies voix qui font rouler la France sur Sud Radio. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Merci de nous rejoindre dans les vraies voix qui font rouler la France en direct de l'Automobile Club de France. On ne pouvait pas rêver mieux pour les voix qui roulent. Grand Prix ACF Autotech dont Sud Radio est le partenaire et on est avec des start-upers qui ont innové dans le domaine de l'automobile. Par exemple, Johan Nussbaumer, finaliste Grand Prix ACF Autotech 2018. Johan Nussbaumer qui a inventé la carte de recharge universelle couvrant l'Europe et on a dit vous y êtes pris extrêmement tôt. Donc c'était après avoir vu une Tesla, c'est ça ? Ouais, c'est ça, première Tesla. Et là, je me suis dit, il faut cartographier les bornes de recharge. Et donc, on a commencé à le faire avec la communauté des premiers conducteurs. Alors à l'époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y avait les premières Clio électriques, les Saxo électriques. Oui, les Saxo, Citroën, c'est pas récent là. Voilà, là, vous nous mettez un coup de vieux là. Mais ça a fédéré une petite communauté de gens qui croyaient à l'électrique et qui se sont fédérés ensuite autour de ChargeMap pour commencer à référencer les premières bornes de recharge. Alors, il y a une appli mobile pour trouver les bornes. Comment est-ce que ça fonctionne ? Expliquez-nous, parce que ils vous font les bornes un peu comme certains sites pour trouver l'essence la moins chère est à telle pompe pour le gasoil, mais c'est un peu meilleur pour le samplon 95 2 km plus loin. Comment ça marche ? Alors sur ChargeMap, en fait, on a la possibilité de trouver toutes les bornes de recharge, de filtrer ensuite en fonction de ses besoins. Le besoin le plus courant, c'est la puissance. On veut vraiment avoir la borne qui charge le plus vite quand on est en train de se déplacer. Donc vraiment, le filtrage par puissance est important. Ensuite, on peut voir les photos, on peut voir les commentaires de la communauté, on peut évaluer un petit peu comme sur Airbnb quand on choisit son logement. On a vraiment ces critères de la communauté qui remontent et ensuite on a la question de la tarification, voire de l'accès. Mais alors justement, comment vous uniformisez tout cela ?
En fait, nous, on a des contrats, on a des partenariats avec l'ensemble des opérateurs, puisqu'il y a une obligation d'interopérabilité en France et en Europe. Et donc, on a des contrats avec les opérateurs de bornes de recharge pour pouvoir permettre à nos clients de charger sur leur infrastructure. Et donc, comme on a démarré très tôt, on a aujourd'hui la quasi-totalité de ces réseaux, de ces bornes de recharge. Alors, il y a aussi le planificateur d'itinéraire intelligent. Je trouvais le nom très intéressant. Est-ce que c'est le Waze de la recharge? Parce qu'en fait, il doit calculer par rapport à l'autonomie de votre voiture. On va pas citer de marque. Là, avec ce que vous reste en batterie à cette vitesse moyenne, vous allez pouvoir faire tant de kilomètres, mais faites 10 kilomètres de moins pour faire le plein parce que c'est moins cher que 10 kilomètres plus loin. Exactement. En plus, le café est meilleur dans cette aire de repos, quoi. On n'a pas encore ce critère, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, le planificateur café, vous voulez dire. Le critère café. Le planificateur d'itinéraire, il est vraiment là pour rendre service parce que aujourd'hui, des bornes, il y en a quand même de plus en plus. Les gens ont parfois l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais non, ça de plus en plus. Et d'ailleurs, ça a pullulé les dernières années. C'était non, mais il fallait encore sortir de l'autoroute il y a quelques temps, et là, de plus en plus, on a des bornes disponibles. Très bon maillage, et du coup, le planificateur, en fait, il va tenir compte de là où vous voulez aller, de votre véhicule, de ses caractéristiques de recharge, sa capacité de batterie, son niveau de batterie au départ, et il va vous proposer un itinéraire avec les bons endroits pour vous arrêter. Pour vos recharges. Il y a un peu moins ce stress parce que c'est vrai qu'à l'époque, quand on avait un véhicule, enfin à l'époque, là je vous parle d'il y a 2 ans, à l'époque, 100% un temps que les moins ne peuvent pas connaître. On avait un petit peu, on appréhendait un petit peu le voyage de 500 km, y compris à travers la France. C'est terminé ce temps-là? Alors c'est vraiment terminé. Je veux dire là, les bornes de recharge rapide, elles sont partout sur les grands axes. On peut se recharger. Donc voilà, c'est beaucoup plus sécurisé qu'effectivement il y a 2 ans, et ça bouge très très vite. Alors, tiens, ça vous intéresserait, vous, Cédric Bernard, on entend ça, vous êtes passé à l'électrique ou pas? Alors moi j'ai l'occasion de changer pas mal de véhicules de par le métier qu'on fait, parce qu'on achète pas mal de véhicules du coup d'occasion encore. Puis il y a quelques bons coups de temps en temps. Ouais, tout à fait, du coup plutôt hybride. Oui. D'accord. Mais c'est très intéressant ça comme système avec la carte qui vous dit où vous chargez, etc. Ah bah c'est nécessaire même, oui. Moi je pense, parce que effectivement, c'est fortement intéressant. Je vous avoue, je suis un horrible. Puis je roule encore au thermique, je l'avoue franchement. En hybride, on roule avec l'électrique uniquement en ville, ou par exemple on part en vacances, on s'arrête, on se dit tiens, je vais mettre un peu de carburant pour assurer le coup, et je vais en profiter pendant le repas, pendant le déjeuner ou le dîner, si on fait la route en partie de nuit, pour recharger sur l'électrique. Parce que les hybrides, on a combien? 40-50 km d'autonomie en général, non? Je pense que tu seras bien meilleur que moi, mais effectivement c'est plutôt pour du transport, enfin c'est pour vos trajets du quotidien en fait, c'est pour de l'urbain. Donc ça répond quand même à la principaux trajets que vous allez faire en fait au quotidien, et effectivement ça permet aussi de répondre à un besoin quand vous avez pour le coup un peu plus de route à faire occasionnellement. Alors Johan Nussbaumer, vous avez également lancé le ChargeMap Pass, c'est très anglophone. Comment est-ce que ça marche? Alors en fait c'est très simple. Déjà la plupart des bornes de recharge nécessitent d'avoir un badge pour démarrer la recharge et pour payer. Et donc avec le ChargeMap Pass, vous allez devant la borne, vous présentez le badge. À ce moment-là, la charge démarre. Et quand vous arrêtez la recharge, vous recevez dans l'application mobile et par email la facture de la recharge. Avant de démarrer la recharge, bien sûr, il faut consulter la tarification sur l'appli. Mais voilà, c'est extrêmement simple. Ça varie beaucoup selon les marques, les bornes, la tarification? Alors ça varie beaucoup selon l'emplacement en fait. Quand on est sur les grands axes, c'est souvent très cher. Quand on sort un petit peu de l'autoroute, on va pouvoir trouver des bornes qui sont moins chères. C'est-à-dire quand on est sur l'autoroute qui mène vers Salbris ou l'usine de Cédric Bernard, sur la 20, ça va être cher. Mais si on va à Salbris ou à 5 km plus loin, ça va être nettement moins cher, c'est ça? C'est ça le critère, en fait. Exactement, c'est pas la marque. Non, c'est pas vraiment la marque. C'est plutôt l'emplacement et la puissance. Si vous êtes dans un emplacement qui est très fréquenté, ça risque de coûter cher. Vous travaillez également avec des flottes d'entreprises. Comment ça fonctionne? Vous avez des partenariats avec eux? C'est un abonnement? C'est payant? Comment ça marche? Alors effectivement, nous, à partir du moment où on a lancé le ChargeMap Pass, les entreprises sont venues nous voir en nous disant mais ça nous intéresse pour passer nos flottes à l'électrique. Et donc on a une solution logicielle qui leur permet de gérer l'ensemble de leurs recharges. C'est sur abonnement. Et donc elles peuvent gérer 3 types de recharge. La première, c'est la recharge du collaborateur qu'il fait sur les bornes publiques. La deuxième, c'est la recharge qu'il fait sur les bornes qui appartiennent à l'entreprise. Et la troisième, on permet de rembourser la recharge qui est faite au domicile du collaborateur pour recharger son véhicule d'entreprise. Alors, il y a une communauté de ChargeMap comme il y a une communauté Blablacar. Quelle est cette communauté ?
On a aujourd'hui 2 millions de membres inscrits. C'est énorme, oui. Donc c'est énorme. Au niveau mondial ? Au niveau européen. Européen, on couvre vraiment l'Europe. Et c'est la France qui mène le train de cette communauté. Mais on est très fiers de ce passage à 2 millions qui est assez récent. Alors il y a un troisième entrepreneur qui est venu nous rejoindre, puisque je vous le rappelle, on est en direct de l'Automobile Club de France, 7e édition du Grand Prix ACF Autotech. Cette non, pas auto, pour ça, mais ça y est, je vais rajouter des autos partout, du coup. Cet entrepreneur s'appelle Arnaud. Oui, bien sûr. Dérantes, on dit, je crois. Dérantes, très bien. Fondateur d'Exos, c'est ça, finaliste du Grand Prix 2022. Alors expliquez-nous, vous Arnaud Dérantes, ce que vous faites. Nous, on accompagne les constructeurs et les équipementiers automobiles un peu partout dans le monde à développer des batteries qui se rechargent plus rapidement, en moins de 10 minutes, qui sont plus sécurisées et qui ont une durée de vie légèrement supérieure à ce qui existe aujourd'hui de 20 à 30%. Ah oui, de 20 à 30%. On va revenir sur ce point technique. En 2018, vous avez été finaliste du Grand Prix ACF Autotech. Comment ça s'est passé du parcours de sélection jusqu'à la finale ? Ouais, effectivement, le parcours de sélection, c'était intéressant de faire déjà le dossier, ensuite de passer devant le jury avec des remarques et des questions très pertinentes et très pointues. Et puis, vous voulez dire plus que les nôtres ? Ouais, je sais pas, mais en tout cas, je me rappelle avoir été sur le grill pour vraiment répondre à des questions pointues. À l'époque, j'avais peut-être un peu moins l'habitude aussi. Voilà, et puis derrière, ça a généré effectivement de la visibilité, notamment lors de la soirée et ensuite lors des retombées presse. Et quelles vont être les prochaines étapes ? Parce que c'est un monde, vous l'avez dit, qui évolue à vitesse grand V. Ouais, en fait, nous, on travaille aujourd'hui sur des solutions de recharge qui vont se passer du Charge Map Pass. Vous allez simplement brancher votre véhicule et à ce moment-là, la charge va démarrer, le paiement sera automatique et vous recevrez la facture directement, sans autre interaction. Vous avez déjà des partenariats avec, on voit maintenant tout le monde a ses cartes sur l'iPhone. C'est le cas on peut... Alors on a étudié beaucoup de choses, notamment avec des marques de téléphone. Pour l'instant, c'est pas quelque chose qui est faisable techniquement, mais je pense que ça va s'ouvrir. C'est du côté des fabricants de téléphones. Vous vous êtes lancé dans toute l'Europe, des ambitions pour aller sur les autres continents ? Pour l'instant, non. On veut vraiment bien couvrir le territoire européen. C'est déjà un défi avec les langues, avec les devises différentes. Oui, c'est sûr. Donc pour l'instant, vous allez dans les Amériques avec 4 langues, c'est suffisant. L'anglais, l'espagnol, le portugais et le français. Vous avez l'Amérique de l'Alaska à la Terre de Feu. C'est ça. Mais on se rend pas bien compte en fait de parfois la difficulté que c'est d'adresser l'Europe. Et il y a combien de marques de charges différentes? Il y a combien d'opérateurs, entre guillemets? Des réseaux de charge, il y en a plus d'1 millier en Europe. Ah oui. Donc ça vous donne une idée de la complexité de ce qu'on fait aussi. Merci. Eh bien écoutez, restez avec nous. On va se retrouver dans quelques instants pour parler avec Arnaud Dérantes, fondateur de Exos, finaliste du Grand Prix en 2022. Alors on va parler refroidissement de batterie parce que ça c'est vraiment inhérent aux voitures électriques. On se retrouve de quelques instants. Vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Retour dans les vraies voix qui roulent, 7e édition du Grand Prix ACF Autotech qui se déroule en ce moment même à l'Automobile Club de France. Sud Radio est ravi d'être partenaire et les lauréats sont en train d'être dévoilés tout doucement. Oui, bientôt on aura And the Winner is, la fameuse phrase qu'on entend dans les Oscars, les Césars, etc. Ils sont restés avec nous Cédric Bernard, président et cofondateur de Proof Station, Johan Nussbaumer, fondateur et CEO de ChargeMap. Et nous avons Arnaud Dérantes qui est arrivé, fondateur de Exos, finaliste du Grand Prix en 2022 et vient de nous rejoindre Yvan Liorado, CRO et Partnership Development Director de Diamfab. Bonsoir. Et vous êtes finaliste cette année. Alors on va conclure avec vous. Arnaud Dérantes, Exos, vous faites du refroidissement de batterie. Comment ça marche le refroidissement de batterie? Parce que on est encore au bon vieux liquide de refroidissement, quand on est encore un adepte du moteur thermique, comment ça se passe? Il y a différents types de refroidissement et effectivement celui qu'on développe et que développe la société Exos, c'est un refroidissement, on va dire celui du futur, celui de demain, qui consiste à immerger les cellules de la batterie. En fait,
une batterie, c'est un assemblage de cellules. Et aujourd'hui, les technologies de refroidissement sont des technologies de refroidissement externes à la batterie, donc pas très efficientes. Et nous, on a un liquide qui vient dans la batterie au contact de toutes les cellules. Un liquide qui est non conducteur électriquement, mais qui est conducteur thermiquement. Et donc, on améliore par 4 la performance de refroidissement. Et ça sert à quoi? Ça sert à recharger beaucoup plus rapidement, en moins de 10 minutes notamment. Ça sert à améliorer la sécurité et empêcher le risque de feu des batteries. Oui, et qu'il y a eu récemment. Donc il y en a de manière régulière, soit dans les stockages, soit effectivement dans les véhicules, dans les garages, ça peut arriver. Et puis l'autre avantage, c'est également d'améliorer la durée de vie. Parce que des cellules mieux refroidies et à la même température toutes, avec un refroidissement homogène, ça permet d'avoir une durée de vie augmentée de 20 à 30%. Comment vous avez créé cette technologie ? On s'est inspiré de ce qui existait dans d'autres secteurs il y a 7 ans avec mon associé cofondateur, et notamment dans les data centers. Les data centers aujourd'hui poussés par l'intelligence artificielle ou les besoins de supercalcul ont des besoins de refroidissement sur leur puce électronique très élevés, et il y a aujourd'hui des refroidissements ou des data centers refroidis par immersion, par cette technologie de liquide dans laquelle on vient noyer en fait les composants qui chauffent trop. Et vous avez proposé vos produits à ExoS aux fabricants de batteries ou aux fabricants de voitures? Aujourd'hui, on adresse les constructeurs automobiles historiquement, et de plus en plus, on va vers les fabricants de batteries qui eux-mêmes, parce que dans les fabricants de batteries, il y a les fabricants de cellules, et après on assemble des cellules pour fabriquer des packs batteries. Et effectivement, les fabricants de cellules ont en général des velléités ou déjà des capacités à développer des produits complets. Donc on a les deux types de clients. Aujourd'hui, on imagine que le développement est assez rapide, eu égard à ces problématiques de feu. Alors ça fait de temps en temps les titres des médias, mais c'est vrai que ça arrive souvent qu'une batterie prenne feu. En fait, ça n'arrive pas si souvent que ça. La vraie problématique, c'est le coût pour que ça arrive proche de 0 fois, puisque en fait c'est ce que visent les constructeurs, c'est 0 défaut, 0 défaillance. Oui. Et en fait le surcoût nécessaire pour assurer, tout en augmentant sans arrêt la densité d'énergie des cellules, le surcoût commence à être assez important, et c'est pour ça que notre technologie connaît une croissance assez rapide. C'est-à-dire, vous développez à quel chiffre? Alors en fait, on a eu 70% de croissance par an entre 2018 et 2022, tous les ans. Et on a été reconnu par le Financial Times comme l'une des 1000 sociétés en plus forte croissance en Europe, parmi plus de 500 000 sociétés. Et on vient de clôturer du coup une augmentation de capital avec 2 fonds, Meridiam et BPI France, de 35 millions d'euros. Ah oui. Et vous allez faire des envieux. Ah oui, effectivement. Pour refroidir les batteries, vous êtes un concepteur, mais est-ce que vous êtes également un industriel, un fabricant? Vous avez demandé à un industriel qui est déjà sur ce type de fluide de fabriquer pour vous, après avoir posé les brevets, bien évidemment. Eh bien les deux, en fait. C'est-à-dire que l'industrie du mass market, donc l'industrie automobile, où on parle de centaines de milliers de véhicules par an ou de millions de véhicules par an sur les plateformes, là, on apporte du service, de la technologie et de l'ingénierie. Et par contre, on se sert de l'automobile pour développer en fait nos propres produits, cette fois-ci qu'on va industrialiser pour d'autres marchés qui sont des marchés à forte valeur ajoutée, mais à plus petite taille, et notamment l'aéronautique, le ferroviaire et les engins de construction et de chantier. D'accord, effectivement. Vous fabriquez en France, vous êtes une entreprise française, et pour le moment on fabrique en France, exactement, on est basé à Bordeaux. Voilà. À Bordeaux, oui, Salbris. C'est bien quand même, parce que ça nous prouve que toutes ces startups, elles mettent en avant le Made in France industriellement en service, non, Johan Nussbaumer? Oui, nous on est en Alsace, du côté de Strasbourg, donc pareil, on n'est pas forcément centralisé. On fait un peu le tour de France, vous du côté de Salbris, c'est quand même génial, non? Ah bah oui, complètement. Et vos scanners, ils arrivent à analyser si une batterie est bien refroidie ou pas? Non, malheureusement, on va pas pouvoir arriver à regarder exactement l'intérieur de la voiture. Il y a des partenariats qui vont pouvoir se faire au cocktail. Yvan Liorado nous a rejoint. Alors vous êtes finaliste, vous venez de faire votre grand oral. Exactement. Est-ce que vous êtes bien dans le micro? Vous avez la pression qui diminue là, ou vous êtes encore au taquet? Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Il y a Richard qui s'est chargé de bien détendre dans l'atmosphère au départ. Bien dans le micro. Oui. Donc, pardon, excusez-moi. Et donc, du coup, c'est une opportunité quand même assez exceptionnelle de présenter le projet à une qualité d'auditoire sur l'automobile. Et donc, je pense que c'est plutôt bien passé. Et c'était combien alors?
Le jury, 20 personnes et le public, 200. Ah oui, quand même. Non, mais c'est vrai que c'est impressionnant. C'est le grand oral, là. C'est le grand oral. C'est logique, on est place de la Concorde. C'est logique qu'il y ait du monde. Alors, une chose importante, votre start-up, elle est à Grenoble et vous travaillez sur les diamants semi-conducteurs. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'un semi-conducteur et que sont les diamants semi-conducteurs? Parce qu'en voyant votre site, ça laisse rêveur. Ok, alors on va commencer par un petit cours de physique. Donc, ça va nous rajeunir. Alors si vous faites les molles de molécules, les molles de particules, j'ai jamais rien compris. Vulgarisez s'il vous plaît. Je vais essayer. Donc un semi-conducteur, c'est un matériau qui va, selon la polarité des charges, il va soit laisser passer du courant, soit le bloquer. D'accord. Et donc pour faire ça, il y a plein de paramètres, etc. Mais il y en a un qui est le plus important sur ça, s'appelle la bande interdite. Donc le diamant, il a les propriétés intrinsèques pour permettre, avec très très peu de matériaux, laisser passer très très bien le courant et en bloquer beaucoup de tension. D'accord. Alors, votre start-up a été fondée en 2019, mais vous travaillez sur 30 ans de recherche de l'Institut NEL du CNRS qui ont permis de découvrir ces recherches et comment se passe ce partenariat avec le CNRS. Ça se passe très bien. Donc nous avons des licences exclusives qui nous permettent d'utiliser ce savoir-faire et de le valoriser. Et justement, nous devons l'amener à une étape plus loin, la sortir du laboratoire et l'amener à l'industrie. D'accord. Alors, comment on produit un diamant de synthèse? Donc, ça va en arranger certains. Est-ce que vous pouvez en faire un énorme à poser sur une bague? Je trouverai le joaillier, c'est pour un ami. Tout à fait. Non, mais le diamant, d'ailleurs, on profite de la filière de diamants de synthèse pour la joaillerie. Nous, on utilise une technique... il y a des diamants de soitase en joaillerie? Tout à fait. Alors là, vous m'apprenez une chose. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais alors ça... On utilise... il y a plusieurs procédés. Le plus habituel s'appelle un process d'épitaxie par un plasma assisté par micro-ondes. Et en gros, ça fait des choses qui sont assez simples d'expliquer. Vous avez du méthane, c'est la source de carbone, donc CH4. Et le plasma vient le casser. Et on vient arranger ce carbone sous forme cristalline du diamant. Et nous, notre savoir-faire, on va encore y rajouter des éléments dopants pour maîtriser la conductivité électrique de ces matériaux. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à un vrai diamant? C'est un vrai diamant et ça ressemble comme une boue de verre, sauf que c'est plus joli. Alors, quelles sont les matières premières remplaçables par le diamant de synthèse? Donc, en gros, on viendrait remplacer les semi-conducteurs classiques. Donc, il y a du silicium, du carbure de silicium, du nitrure de gallium. C'est des éléments comme ça. Et avec quel matériau de base fabrique-t-on le diamant de synthèse? Alors il y a le plasma, il y a tout ça, mais le méthane. Le méthane, uniquement avec le méthane. C'est le méthane et l'hydrogène. Ah oui, uniquement méthane. Donc deux mélanges gazeux, c'est ça? C'est deux mélanges. Alors là, j'avais pas intuité parce que je me disais avec deux gaz, comment est-ce qu'on fait un solide? C'est un peu le jeu du Tetris. Donc vous avez... Oui, un peu plus compliqué quand même. Un peu plus compliqué. Donc vous avez le méthane qui est en état gazeux, et un peu c'est comme la pièce qui tombe et qui vient compléter la maille cristalline en bas du carbone. Vous avez une formation ça laisse rêveur, Johan Nussbaumer, c'est extraordinaire. Vous avez une formation de chimiste, de physicien? Alors, c'est mes associés qui sont tous les deux docteurs dans la matière. Ils ont travaillé le diamant dans leur thèse, à la fois pour le procédé et pour les composants. Et moi, je viens plutôt d'une formation industrielle, plus utilisateur de ces technologies, et je me suis rejoint à l'équipe pour la partie commerciale. Ça vous concerne tous, vous qui avez des pièces électroniques, des applications, d'utiliser les produits de notre ami Yvonne Liorado, parce que c'est utilisable partout, non? Moi, la question que je me pose, c'est du coup, quelles applications concrètes ça peut amener dans nos téléphones, dans nos voitures Dans nos applications, dans nos applis, une borne en charge. Et pour vous, pour vos scanners, ça peut vous intéresser aussi, probablement? Oui, bien sûr. Parce que les semi-conducteurs, il y en a théoriquement dans vos scanners, non? Oui, tout à fait. Donc en fait, et vous aussi pour les isolants de batterie, les refroidisseurs de batterie, pardon. C'est pour ça qu'on a hâte qu'il nous dévoile en fait les applications concrètes. Non, c'est lui qui va vous le dire. Donc la charge à moi. Donc, avec la formule chimique, etc. Après, on fait l'examen au tableau. Ça marche. Non mais. Pardon, allez-y, je vous en prie. Donc, par rapport aux applications, on va venir chercher des applications là où il y a la forte puissance et la forte tension. Donc typiquement dans la voiture, ça va être les composants qui vont permettre de charger la batterie ou de faire le transfert entre la batterie et le moteur. D'accord. Ça peut être aussi dans les chargeurs rapides de batterie pour les voitures, mais aussi on en trouve dans les avions qui ont tendance vers l'hybridation.
dans l'électrification de toute mobilité, en fait, dans les data centers. En fait, c'est dans la production d'énergie renouvelable. On en trouve, c'est des composants qu'on en trouve. Donc c'est assez duplicable pour la plupart des technologies. Finalement, il y a la voiture, mais il y a l'avion à chaque fois. Ce qui est assez fascinant, c'est que c'est vrai qu'on est dans un monde en constante évolution. Est-ce qu'il y a encore plein d'inventions, à votre avis, à trouver qui sont liées justement aux véhicules électriques? En tout cas, je pense que le refroidissement des batteries, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, nous on le voit sur ChargeMap, les gens cherchent des bornes les plus rapides. Donc demain, si on est capable de bien refroidir la batterie, on va pouvoir charger plus vite. Donc ça, c'est effectivement très intéressant. Et ce qui est bien pour nous, c'est qu'il faudra aussi refroidir les bornes. Donc nous, on va tout refroidir. Donc, il va falloir refroidir les scanners aussi. Sauf s'ils sont en diamant. Et dernière question, il reste même pas 30 secondes. Quels marchés sont visés par le diamant de synthèse? Il y a l'aéronautique, il y a tout, même les téléphones portables. Il y a tout. En fait, la question, c'est plus quelle va être la première application. Et là, ça va être plutôt des applications de niche, où soit la température ou la résistance à la radiation qui va compter. Et après, avec l'industrialisation, on va réussir à baisser les coûts, améliorer les performances et petit à petit prendre des marchés plus économico-sensible. Eh bien, merci beaucoup à vous, Yvan Liorado. Bonne chance pour ce soir. Merci à vous. CRO et Partnership Development Director de Diamfab. Merci à vous, Adro Desrentes, fondateur de ExOS. Merci à vous, Johan Nussbaumer, fondateur et CEO de ChargeMap. Et merci beaucoup, Cédric Bernard, président et cofondateur de Proofstation. Et merci, nous, on se retrouve demain. Demain, 17h. On recevra d'ailleurs les vainqueurs dans les vraies voix qui font rouler la France de 19h à 20h. On vous souhaite le meilleur, mais évidemment à tous les candidats aussi. Tout de suite, Sud Radio à votre service et après le flash, le meilleur de Sud Radio.